Bonjour, aujourd'hui l'objectif est de faire un exercice traitant des interactions intermoléculaires tiré d'un ancien examen de maturité. Mais avant ceci, je vous propose de revoir quelques notions liées à ce chapitre euh, avant de commencer la résolution proprement dite. Donc les liaisons intermoléculaires, ce sont les liaisons qui correspondent aux interactions qu'il y a entre les molécules. Elles permettent de comprendre les états condensés de la matière qui impliquent des espèces covalentes. Autrement dit, pourquoi le brome est un liquide, pourquoi le iode est un solide, pourquoi le sucre est un solide, ainsi de suite. Donc ce sont les interactions qui existent entre les espèces covalentes dans des états condensés. Il faut savoir que les interactions de type van der Waals n'existent qu'à courte distance. On peut difficilement différencier le chapitre interaction intermoléculaire du chapitre polarité des liaisons, puisqu'on verra qu'il y a trois types d'interactions intermoléculaires, et pour choisir un de ces trois types, on doit d'abord répondre à une question: est-ce que la molécule est polaire? Donc je vous propose d'abord de voir comment est-ce que l'on définit si une molécule est polaire. On va donc parler maintenant des géométries moléculaires. Les géométries moléculaires spatiales se déterminent grâce à la notation RPEV, les répulsions des paires d'électrons de valence. C'est une notion qu'on a étudiée dans laquelle on retrouve la notion de coordinance. Donc la coordinance, c'est le nombre de paires d'électrons liant ou antiliant autour de l'atome central. A, c'est l'atome central, X, c'est le nombre de substituants. Donc pour CH4, on a une notation RPEV AX4, donc une coordinance de 4. Et pour une coordinance donnée, on a donc une géométrie spatiale correspondante. Ici, on a une géométrie tétraédrique, ce qui nous permet de réaliser le dessin de la molécule CH4 avec un angle de 107 degrés entre chacune des liaisons. Cette géométrie spatiale joue un rôle fondamental dans l'étude de la polarité des liaisons. Donc de manière générale, la méthode pour déterminer la géométrie spatiale d'une espèce chimique, ça commence par trouver la coordinance, puis de noter la notation RPEV et d'en déduire la géométrie moléculaire. Exemple, CO2. Donc on dessine ici la notation de Lewis de CO2. On étudie sa géométrie spatiale, c'est du AX2, le carbone n'a pas de paire d'électrons non liants, de paire libre. Donc AX2, c'est une géométrie linéaire, il se trouve que la notation de Lewis correspond à la géométrie linéaire. La suite passe par l'étude des différences d'électronégativité entre les atomes qui constituent la molécule. Donc ici on a l'oxygène qui est plus électronégatif que le carbone, ce qui fait qu'on a des liaisons polaires. On aura donc deux dipôles. Par contre, la géométrie linéaire fait que la somme de ces deux dipôles est nulle. À cette somme nulle correspond le fait que la molécule est considérée comme apolaire. Continue avec un autre exemple, la molécule d'ammoniac NH3. Donc la notation RPEV correspondante, c'est AX3E. Ici, on a une paire libre, 3 substituants, 3 hydrogènes. On a donc une coordinance de 4, et la coordinance de 4 correspond à une géométrie tétraédrique. Donc je dessine un tétraèdre. Par contre, sur l'un des sommets du tétraèdre, on trouvera la paire libre. Là, j'ai décidé de la mettre en haut. Maintenant, si on fait une étude de polarité de liaison, l'azote est plus électronégatif que l'hydrogène. On aura donc des liaisons polaires en faveur de l'azote, ce qui fait qu'on peut faire une somme de 3 vecteurs de moments dipolaires. Cette somme est un peu difficile à faire parce qu'on a ici une géométrie qui n'est pas planaire, donc on doit essayer de représenter sur un plan une somme vectorielle qui est en fait à construire dans l'espace. Toujours est-il qu'on arrive à une conclusion qui dit que la molécule est différente de 0 au niveau du moment dipolaire, donc polaire. Voilà, vous découvrez maintenant quelques exercices, pressez sur pause, sélectionnez quelques-uns si vous le désirez. Ce seraient des molécules que vous pouvez utiliser pour faire des exercices de polarité de liaison. On en revient maintenant aux forces intermoléculaires. Donc les forces intermoléculaires sont au nombre de 3,
ou de 3 contributions. Il y a London, Kizom et Dubaï. Et pourquoi on a discuté de la polarité des liaisons? C'est que la première question qu'on doit se poser pour savoir laquelle de ces contributions va jouer un rôle, c'est est-ce que la molécule est polaire ou non. Si la molécule est apolaire, la contribution sera uniquement de London. London dépend de 2 critères. Un, c'est M majuscule, la masse molaire, et 2, la forme de la molécule. Plus la molécule est longue, plus l'interaction est forte. Les forces de Kizom, elles, sont réservées aux molécules polaires. Et la force de la molécule, la force de Kizom dépend de la grandeur de la polarité de la molécule. Exemple, I2, c'est typiquement une molécule qui aura une interaction de London, alors que HCl aura une interaction de Kizom. S'ajoutent à ceci les ponts H. Les ponts H nécessitent l'existence d'un hydrogène delta+, qui fait face à un atome d'azote, d'oxygène ou de fluor, tous 3 chargés d'une charge partielle delta-. Donc on a un donneur de pont H, c'est le H+, et on a des receveurs de pont H, c'est l'azote, l'oxygène et le fluor avec une charge delta-. On n'a pas parlé de Dubaï parce que de manière générale, il est négligeable dans toutes les situations étudiées. On en vient maintenant donc à la question 4 de ce fameux test d'examen de maturité. On a 4 molécules que je reproduis ici à classer dans un ordre croissant de points d'ébullition. Alors le point d'ébullition est une mesure indirecte des forces intermoléculaires. Plus ces forces sont élevées, plus l'énergie qu'il faudra fournir pour les séparer sera grande. Autrement dit, plus le point d'ébullition est élevé, plus les interactions intermoléculaires sont élevées aussi. Donc la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il existe des molécules dans cette série qui ont des ponts H? Et on voit que C, de par le groupe NH2 et le groupe COOH, possède 2 endroits qui peuvent jouer le rôle de donneur et de receveur de pont H. Idem pour D, NH2 est à la fois un donneur et un receveur de pont H. Donc si on doit classer ces espèces chimiques, C ayant 2 sites aura des interactions intermoléculaires plus fortes que D qui n'a qu'un seul site de pont H potentiel. Donc dans le classement qui nous est demandé d'être fait, on va classer dans l'ordre. Donc tout à la fin, C, l'espèce chimique qui fait le plus grand nombre de ponts H, qui aura un point d'ébullition plus élevé que D, qui fait un nombre de ponts H plus restreint. Il faut maintenant s'intéresser à A et B. Alors, A est polaire, alors que B est apolaire. B est apolaire parce qu'il n'y a que des liaisons carbone-hydrogène qui sont considérées comme apolaires, justement. B est polaire parce qu'on a un fluor, qui est l'atome le plus électronégatif du tableau périodique, mais on a aussi un brome, qui est un peu moins électronégatif. Et les 2 vecteurs de polarité de liaison CF et CBr vont se compenser, mais pas totalement, puisque le brome n'a pas la même électronégativité que le fluor. Donc on aura une polarité, mais relativement faible. Ce qui fait que je vais surtout étudier ces 2 molécules en regardant la différence des contributions de London de A et de London de B. Il se trouve que la masse moléculaire de A est relativement plus élevée que la masse moléculaire de B, puisqu'on a 125,95 grammes par mole pour A, alors que pour B, on a une masse moléculaire qui est de 58,88 grammes par mole. Donc comme je l'ai dit avant, les interactions de London sont dépendantes de la masse moléculaire, donc A aura de plus grandes interactions de type London que B. Donc dans notre classement, ce sera point d'ébullition de B plus petit que point d'ébullition de A. 4.2, on nous demande d'étudier l'interaction de la molécule A avec l'eau. Alors il se trouve que A a un fluor ou porte un atome de fluor qui est un receveur de pont H. Donc il peut faire des interactions avec l'eau puisque l'eau est un donneur de pont H. Voilà pourquoi j'ai dessiné H delta plus face à F delta moins, ce qui fait que cette molécule sera partiellement soluble dans l'eau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle suite et à tout bientôt.